Bonjour et bienvenue sur Télépod, le podcast de Télécom Paris. Vous écoutez le deuxième épisode de la série À la recherche de l'égalité, réalisé par les étudiants. Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans le podcast À la recherche de l'égalité. Dans cet épisode, nous discuterons avec Paul Bousset, apprenti sociologue. Bonjour Paul. Bonjour à tous et à toutes. Après avoir écouté des AST de Télécom Paris dans notre dernier podcast, nous nous sommes demandé ce que pense la sociologie des inégalités des chances. Et la première chose que l'on peut dire est que ce sujet ne date pas d'hier. Paul, comment la sociologie s'est intéressée à cette question d'inégalité des chances ? En fait, elle s'est intéressée à cette question que très tard, mais la sociologie s'est intéressée au mécanisme qu'on appelle le mécanisme de domination beaucoup plus tôt, donc avec Hobbes, donc ça date d'il y a quelques siècles déjà, et Hobbes définit l'état naturel de l'homme comme étant non pas l'état initial, mais celui que l'on atteindrait sans société pour nous réguler en fait. Et dans cet état si spécial, pour lui, les hommes sont égaux. Alors, il le prouve en disant que si la domination était quelque chose de naturel, alors les dominés se laisseraient dominer sans sourciller. Or, on sait très bien que c'est pas le cas. Il y a énormément d'exemples qui montrent que très souvent le dominé se rebelle contre le dominant. Donc tout ça, ça prouve pour lui que déjà l'inégalité sociale n'est pas forcément quelque chose d'intrinsèque à la condition humaine. Et donc que plus tard, l'inégalité des chances, pareil, n'est pas quelque chose d'intrinsèque. Donc comme, si tu veux, la sociologie s'est intéressée très tôt à cette question de domination, elle devait forcément s'intéresser à la question d'inégalité des chances un jour ou l'autre. Mais alors, qui est le premier sociologue à avoir abordé ce sujet ? Alors c'est Émile Durkheim, il est considéré comme le père de la sociologie moderne, et il s'intéresse à cette question donc dès la fin du 19e siècle. Et il dit par ailleurs, par l'éducation, une société reproduit les conditions de sa propre existence. Donc son époque à lui est un peu spéciale, et c'est aussi pour ça qu'il s'intéresse à la question. À cette époque, donc l'agriculture représentait une part largement dominante de la production française, mais elle ne représente plus que 40% des activités en France aujourd'hui, enfin à l'époque où Émile Durkheim parle. Donc l'agriculture perd son hégémonie et la ville produit, donc ça c'est peut-être quelque chose de logique à notre époque, mais pour lui c'est tout nouveau. Donc il ne s'y trompe pas, il désigne la différence entre l'habitat en ville et l'habitat à la campagne comme un des facteurs principaux de différenciation de l'éducation des jeunes générations. Et donc c'est ça qui l'amène à réfléchir sur cette idée d'inégalité des chances en fait, et surtout d'inégalité face au système scolaire. Et quels éléments de réponse a-t-il apporté à cette question ? Alors en fait, il va se rebaser un peu sur les idées de Marx. On va retrouver cette notion de guerre des classes, donc on associe très souvent à Marx justement, qui serait très imprégnée dans la société, et donc que l'école perpétuerait cette lutte et tendrait à ne reproduire que la classe dominante bourgeoise. Donc on a vraiment cette idée de lutte des classes comme on a chez Marx. À cette époque, elle est complètement novatrice, même si, comme je l'ai dit plusieurs fois, Marx a déjà partagé ces mêmes pensées, mais Durkheim en fait apporte sa propre vision de la chose. Et d'ailleurs, il ne blâme pas totalement l'inégalité des chances, et bien au contraire, il la légitime dans certaines conditions. Pour lui, elle serait normale, et donc normal est un terme que Durkheim aime beaucoup et qu'il répète beaucoup dans ses écrits. Donc si cette inégalité est fondée sur des facteurs purement individuels, c'est-à-dire les compétences individuelles, l'effort, le mérite, donc un système méritocratique en somme, donc dans ce cas-là, l'inégalité des chances, elle n'est pas condamnée, elle est même quelque chose d'incontournable pour toute société développée, et c'est une conséquence pour lui normale de la division du travail. Donc cependant, l'inégalité des chances telle qu'il l'observe à son époque, et telle qu'on l'observe aussi aujourd'hui, manque de légitimité, et donc pour lui c'est insupportable. Elle n'est pas seulement illégitime, elle est aussi valorisée, donc je parle toujours de cette inégalité illégitime. Elle est valorisée parce qu'elle récompense les mérites des fortunés, et elle sanctionne l'absence de mérite chez les autres. Et donc il ne propose pas de solution pour obtenir une société égalitaire, ou en tout cas pour obtenir une société où on a cette inégalité légitime pour lui. Très bien. Quel est ce peu de solution ? Donc en fait, il va s'efforcer de montrer du doigt une des causes qui, selon lui, provoque cette inégalité légitime dont j'ai parlé juste avant, c'est l'héritage. C'est le seul mécanisme identifié par Durkheim qui fait obstacle à l'égalité des chances. Donc l'héritage, ça peut être vu comme le facteur originel de la reproduction des classes. Et donc il montre, lui, dans un cours sur la famille conjugale, donc il dispense en 1892, l'extrême difficulté qu'il y aurait à supprimer l'institution de l'héritage du fait de son rôle de stimulant du travail et de la réussite individuelle. Donc pour lui, un tel projet ne deviendrait réalisable que lorsque le groupe professionnel, donc les fameuses corporations qu'il appelle dans ses vœux, se serait substitué au groupe domestique comme lieu d'intégration et de loyauté. Et donc, est-ce le seul sociologue à avoir abordé ce sujet ?
Alors, ce n'est pas le seul sociologue à avoir abordé le sujet, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'écrits majeurs sur la question, donc il faudra attendre les années 60 pour avoir des travaux un peu plus concrets sur la question. Donc, c'est Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, notamment, qui travaillent dessus dans les années 60. Donc, ils vont faire des recherches conjointes qui vont modifier profondément la sociologie de l'éducation. Et donc, pour Pierre Bourdieu, qu'on connaît très bien pour justement toutes ces notions d'habitus, capital culturel, violence symbolique, et ben pour lui, ça va être l'occasion de tester ces concepts-là. En tout cas, il y aura 3 ouvrages majeurs qui composent la problématique de Pierre Bourdieu sur la sociologie de l'école qui vont paraître. Tout d'abord, Les héritiers, les étudiants et la culture en 64, La reproduction, éléments pour une théorie du système d'enseignement en 1970. Donc ces deux-là ont été écrits avec Jean-Claude Passeron. Et La noblesse d'État, grand corps et esprit de corps en 1980. Donc celui-là a été écrit avec Monique de Saint-Martin. Donc sa sociologie, à Pierre Bourdieu, elle traite essentiellement des études supérieures, mais certains de ses numéros d'actes de recherche en sciences sociales abordent aussi la question des études primaires et secondaires, ainsi que celle de l'enseignement technique. Et au final, comment peut-on résumer tous ces travaux, s'il est possible de le faire, évidemment? Alors, il est possible de le faire, mais pour résumer, donc il y a beaucoup de nuances à travers différents aspects dans ces livres, mais la thèse défendue, elle peut s'énoncer de cette manière-là. Donc, loin de favoriser l'égalité des chances, l'école participe à la reproduction des inégalités sociales et légitime surtout ces inégalités par un discours méritocratique. Donc, on retrouve un peu ce qu'on avait dit avec Émile Durkheim juste avant. Mais Pierre Bourdieu y rompt avec la vision positive de l'école comme pourvoyeuse de normes normales et morales, et adopte au contraire une posture très critique de l'institution scolaire. Et donc, pour justifier ces inégalités scolaires-là, l'école les rapporte à des inégalités de compétences naturelles. Et donc, elle entretient une idéologie du don, une idéologie que Pierre Bourdieu qualifie d'idéologie charismatique, qui fait passer les aptitudes à la réussite scolaire pour des dispositions innées, alors qu'elles sont avant tout culturelles et acquises au sein d'un milieu social et familial. Donc à chaque palier, la décision d'orientation est prise en fonction de la perception qu'ont l'élève et sa famille des chances de réussite. Et donc c'est là qu'intervient aussi cette notion-là d'inégalité scolaire, c'est que les familles et les élèves les prennent en compte dans leurs décisions sur l'avenir en fait de l'élève. Et donc c'est très grave parce que on connaît ces inégalités scolaires dans les milieux un peu défavorisés justement. Et donc cela signifierait que les milieux défavorisés sont il y a une espèce de fatalisme qui dirait que ces milieux-là sont contraints de rester dans leur milieu jusqu'à la fin de leur vie, et même jusqu'à la fin de leur lignée, tout simplement. Et donc, le potentiel de l'élève pour les études est primordial dans l'évaluation des chances de réussite. Cependant, la position sociale détermine aussi en partie les choix d'orientation, comme je viens de le dire. Donc, la probabilité de renoncer à poursuivre des études, justement, est d'autant plus élevée que l'on descend dans la hiérarchie sociale. C'est l'idée d'un autre sociologue contemporain, Raymond Boudon. Il existe donc un phénomène d'autosélection, lequel est mis en évidence par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, qui en parlent dans la reproduction justement, et qui parlent de la reproduction d'auto-élimination des catégories les plus défavorisées. Et y a-t-il eu contestation de cette idée? J'imagine que la sphère des sociologues est source de débat. Alors cette sociologie, donc qui est très pessimiste, comme on a pu le voir, elle va soulever un débat au sein du milieu des enseignants, et d'ailleurs ailleurs aussi, mais surtout au sein du milieu des enseignants, c'est là que va se créer ce débat-là en fait. Donc on a pu accuser Bourdieu de promouvoir un déterminisme social, donc qui remplace le déterminisme biologique. Donc ça c'est une critique d'Alain Prost dans la revue Esprit en 1970. Et les réactions sont d'autant plus vives que la théorie de l'école ainsi présentée a des échos bien au-delà du monde académique et du monde scolaire. Et le milieu enseignant apparaît très divisé sur cette théorie et ses implications. Et donc les ouvrages des deux sociologues, même s'ils ont été sujets à beaucoup de contestations, ils vont rester la matrice des réflexions ultérieures sur l'école. Et si la vulgarisation de leur thèse leur fait perdre en complexité, cependant elles permettent d'élargir la portée des débats autour de l'éducation. Donc c'était une véritable ouverture de la critique sur l'éducation. Et c'est une critique qu'on poursuit encore aujourd'hui et qu'on poursuivra probablement dans les années qui viennent aussi. Avez-vous un mot, une citation ou un message pour la fin? Alors, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la sociologie est très pessimiste à ce sujet. Donc, sommes-nous déterminés dès notre naissance parce que nous sommes nés dans une certaine catégorie sociale à devoir y rester à jamais? Donc, c'est une très vaste question à laquelle on n'a pas de réponse, en fait. Et donc, pour finir cette brève intervention, j'aimerais qu'on se quitte sur ces quelques mots de Michel Foucault. Le diplôme, ça sert simplement à constituer une espèce de valeur marchande du savoir. Ça permet également de faire croire à ceux qui n'ont pas le diplôme qu'ils ne sont pas en droit de savoir et qu'ils ne seraient pas capables de savoir.
tous les gens qui passent un diplôme savent pratiquement que ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de contenu, que c'est vide. Mais ceux qui n'ont pas passé le diplôme, c'est ceux-là qui donnent un sens plein au diplôme. Et le diplôme, moi je crois, il est fait précisément pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà de quoi réfléchir sur notre système scolaire. Ancré dans une dynamique de culture de diplôme, cela mérite de vérifier son efficacité. Paul, merci d'avoir partagé cela avec nous. Pas de souci, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes celles et ceux, effectivement, qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de la recherche de l'égalité. C'était un podcast Télécom Paris de la série À la recherche de l'égalité. Retrouvez les prochains épisodes ainsi que tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute telles Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. À très bientôt.